Je suis prêt. Merci Thomas. Merci à tout le monde d'être là pour cette matinée sur l'état des lieux, les bonnes pratiques sur les déclarations de performance extra-financière. Je suis Benjamin, l'un des fondateurs de l'entreprise. Je vais juste prendre quelques minutes pour poser le contexte et ensuite je laisserai la parole à Charlotte Bray qui est consultante chez nous et Morgane Mora qui est en charge du pôle RSE et que je remercie pour cette étude. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc ça fait 11 ans qu'on a créé un pure player des sujets RSE et développement durable. Et notre concept, c'est d'aider dans la transformation des organisations pour faciliter leur engagement. On est une équipe de 25 collaborateurs et on a à peu près accompagné 800 clients sur de nombreuses missions de conseil. Et on a un très gros focus sur la satisfaction de nos clients pendant ces missions de conseil qui nous le rendent bien. On a défini il y a quelques temps maintenant notre raison d'être. Donc, celle-ci est de réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Donc, on accompagne tout type d'organisation dans l'élaboration et le déploiement de leur stratégie développement durable pour aider au changement d'échelle dans les politiques RSE. On est essentiellement basé à Paris, mais on a également une présence locale à Marseille, Lille et Nantes, à travers plusieurs agences. On travaille sur plusieurs métiers autour de différents pôles d'expertise. Donc, dans un premier temps, on accompagne nos clients dans la construction et le conseil stratégique pour justement poser le décor et faire les états des lieux, donner le cap. Ensuite, on les accompagne dans le déploiement opérationnel. C'est vraiment une vocation chez nous de transformer les belles idées en réalité et en concret. Et pour ce faire, on travaille beaucoup sur la communication et la conduite du changement. Je parlais d'expertise tout à l'heure. Donc, les sujets, bien évidemment, stratégie RSE. On a un gros historique aussi sur les sujets climat-énergie, la mobilité durable, la biodiversité et un peu plus récemment sur l'économie circulaire. Pourquoi cette présentation et avoir réalisé cette étude? Donc, quelques éléments de contexte. Ça fait maintenant 2 ans que la déclaration de performance extra-financière a été imposée pour différents types de structures. Donc, c'est une évolution de l'article 225. Celle-ci va d'ailleurs être révisée au niveau de l'Europe. C'est à la base une directive européenne qui a été transposée dans le droit français et dans le droit des différents pays européens. Et justement, cette révision part de plusieurs constats. Celle que, dans un premier temps, il y a certaines limites de par les textes actuels en termes de fiabilité, de comparabilité, de pertinence dans les informations remontées sur les sujets qui sont plus ou moins matériels. Que c'est assez exigeant, notamment pour les plus petites entreprises. Et donc, tout ça a amené à une consultation publique sur le début de l'année 2020. Et donc, les textes devraient être amenés à évoluer dans un court terme. En France, on parle d'environ 3000 entreprises assujetties selon le Trésor. Et ça représente donc une très grande diversité en termes de taille, de notoriété et d'engagement ou de maturité sur les sujets extra-financiers. Donc, de ce fait, on a pris quelques partis pris pour cette étude. Il y a beaucoup d'études qui adressent les sociétés cotées ou de manière plus globale le SBF 120 pour diverses raisons, puisque depuis la loi NRE, les sociétés cotées doivent publier des informations extra-financières, qu'elles doivent être vérifiées depuis 2012 par un organisme tiers indépendant. Et ce sont en général des sociétés qui sont d'une part dans le viseur et d'autre part soucieuses de leur image avec une très grande vigilance et des moyens pour publier des éléments pertinents. Et bien évidemment, l'AMF est très attentive à ces différentes publications.
Donc nous, on trouvait qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette sur l'approche que pouvaient avoir les sociétés non cotées au regard de cette DPEF. Donc, on a décidé d'observer les tendances et les bonnes pratiques à travers l'étude d'une trentaine de DPEF sur des sociétés donc non cotées avec des chiffres d'affaires allant de 100 millions à 50 milliards d'euros de chiffres. Je passe la main à Charlotte pour les aspects méthodologiques. Ça va tanguer un petit peu, je tourne l'ordinateur. Alors, bonjour à tous. Donc, Charlotte et Morgane à ma gauche. Bonjour. Voilà. Donc, je vais prendre la main pour continuer. Donc, Morgane Mourad, en charge des sujets de RSE chez Ecodev. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et donc, pour continuer, pour vous présenter un peu les aspects méthodologiques sur cette étude qui a été réalisée. Donc, on a étudié 29 DPEF concernant l'exercice 2019. Sur ces DPEF, on est principalement sur des DPEF obligatoires, mais on a conservé 5 DPEF volontaires qui étaient vraiment construites selon le format réglementaire de la DPEF. Juste pour vous dire rapidement qu'on a essayé de balayer des secteurs d'activité assez divers, assurance mutuelle, tout ce qui était immobilier, agroalimentaire, opérateurs de transport, médias, santé, conseil, pour avoir un panel assez le plus représentatif possible. Donc voilà pour les aspects méthodologiques et également pour vous dire donc il y a un baromètre qui a été publié le mois dernier par le MEDEF, EY et Deloitte sur les tendances et évolutions de la seconde année de publication des sociétés cotées du SBF 120. Donc, de temps en temps, on se permettra de faire des comparaisons pour vous montrer les différences de maturité entre ces deux panels d'entreprises. Donc, on vous a remis l'ensemble des sociétés qui ont été étudiées. Donc, vous aurez tous ces détails dans la présentation qui vous sera envoyée. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vous propose de passer tout de suite à l'état des lieux. Donc, le premier élément qu'on a regardé, c'était l'accès, justement, la facilité d'accès à l'information extra-financière. Les sociétés assujetties à l'obligation de publier leur DPEF, les sociétés non cotées doivent publier leur DPEF sur leur site internet et cette DPEF doit être accessible pendant 5 années consécutives. Quand on est sur des sociétés cotées, la DPEF est dans le rapport de gestion, donc en général, elle est facilement accessible dans la rubrique publication de ce type de société, mais pour les sociétés non cotées, on a voulu voir si l'information était aussi facilement accessible. Et ce qu'on remarque donc sur cette question, c'est qu'on a 77% des DPEF qui sont globalement faciles à trouver en 2 ou 3 clics, donc ça se fait. Mais on est quand même sur donc un tiers du panel où on va avoir des difficultés à trouver avec des DPEF qui sont vraiment cachés, on va dire, dans l'arborescence du site. Et puis voilà, ce qu'il faut noter aussi, c'est que d'une entreprise à l'autre, les rubriques pour trouver cette DPEF vont beaucoup varier, contrairement aux sociétés non cotées. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi de rendre l'information facilement accessible pour les parties prenantes qui chercheraient cette DPEF. De quelques informations très générales encore pour continuer. On est globalement sur une moyenne de pages autour de 47-50 pages pour ce type de société. Donc, on est quand même sur des rapports de taille conséquente. Et ce qu'on observe, c'est que si la DPEF a pour objectif de proposer une information plus pertinente, plus synthétique, plus centrée sur les risques majeurs de l'entreprise, cependant, on voit que par rapport au rapport au DPEF 2018 des sociétés du panel qui ont été étudiées, le nombre de pages est en augmentation. Pas forcément de tendance à la baisse du nombre de pages sur le panel étudié. Et donc, on va passer tout de suite sur la partie modèle d'affaires. Donc, on va commencer par le début de la DPEF. Donc, on a voulu se concentrer un peu sur la partie raison d'être, qui n'est pas du tout une obligation de la DPEF, mais qui est une évolution apportée par la loi Pacte en 2019. Et donc, on a voulu voir si cette évolution était visible, le travail sur la raison d'être était visible dans le reporting RSE. Et ensuite, on a voulu étudier le contenu détaillé des modèles d'affaires proposés dans les DPEF.
Exactement, donc je vais reprendre la parole. Donc Charlotte Bray, consultante RSE chez Ecodev. Donc comme l'a dit Morgane, effectivement, on a voulu voir si les entreprises que l'on a étudiées, les entreprises du panel, semblaient avoir une image nette du futur. Est-ce qu'elles ont une vision de comment elles peuvent contribuer et qu'est-ce qu'elles souhaitent apporter à la société? Est-ce qu'elles l'ont formalisé ou non? Donc, ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est que 59% des entreprises du panel semblent avoir cette vision, ces objectifs, pardon, ce but à atteindre. Cependant, différents termes sont utilisés. Donc, 4 entreprises utilisent le terme de vision, 4 autres entreprises utilisent le terme de mission, 6 le terme d'ambition et une entreprise le terme de vocation. Voilà, donc ce sont des termes différents, mais qui signifient la même chose. Et on va justement voir des exemples à la slide suivante. Mais finalement, peu de raisons d'être. Et finalement, exactement, peu de raisons d'être. Une seule entreprise affirme posséder une raison d'être, comme le disait Morgane, au sens de la loi Pacte. Et cette entreprise, c'est Transdev, qui est un opérateur de transport. Sa raison d'être est la suivante: donner à chacun la liberté de se déplacer chaque jour en toute confiance, grâce à des solutions fiables et innovantes au service du bien commun. Ce que l'on peut remarquer, c'est que justement dans l'étude, dans le rapport du MEDEF, les entreprises cotées sont beaucoup plus nombreuses à affirmer et à formuler une raison d'être, 35% pour les entreprises cotées contre une entreprise seulement sur 29 pour les entreprises non cotées. Transdev a effectivement formulé une raison d'être, mais ne l'a pas inscrit dans ses statuts. Contrairement aux entreprises cotées qui sont étudiées dans le rapport du MEDEF, 9% ont inscrit cette raison d'être dans leur statut. Donc, on voit quand même une différence, effectivement, comme le disait Morgane, effectivement, sur la formulation de cette raison d'être. Juste après, on vous a remis des exemples, justement, donc pas de raison d'être au sens propre du terme, mais plutôt de vision d'entreprise. Ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart des entreprises qui ont formulé une vision évoluaient dans le secteur agroalimentaire. Donc là, on vous a remis des exemples, notamment Advitam, qui est une entreprise de l'agroalimentaire, construire ensemble les agriculteurs de demain pour des hommes pleins de vie. Vous avez une autre entreprise là qui est Terena, qui évolue également dans le secteur agroalimentaire. Redonner du sens à votre alimentation. Voilà, donc pour plus de détails, vous pourrez lire les raisons d'être. Vous aurez la présentation effectivement juste après. Comme vous le voyez, on a des structurations différentes, mais en tout cas, tout ce que vous voyez ici exprime une vision, un but d'entreprise pour contribuer à l'intérêt social, au bien commun. Après, une deuxième partie de la DPEF, après cette mise en contexte, après cette vision qui peut être partagée en introduction de la DPEF, les entreprises vont assez rapidement passer au modèle d'affaires. Et donc, ce qu'on a voulu vraiment regarder, c'était comment sont constitués ces modèles d'affaires, quelles sont les informations qu'on peut vraiment y trouver. Donc pour ça, on s'est basé sur les recommandations issues de l'Union européenne sur la constitution d'un modèle d'affaires. Que demande l'Union européenne quelles sont les informations à inclure dans le modèle d'affaires selon l'Union européenne. Donc, on va avoir toutes les informations relatives à l'aspect commercial de l'activité et notamment les marchés sur lesquels l'entreprise opère. Ensuite, on va vraiment avoir l'organisation et la structure de l'entreprise qui lui permet de mener à bien ses activités. On va également avoir tout ce qui va être objectif et stratégie pour créer de la valeur. Et enfin, les tendances et principaux facteurs qui pourraient avoir une influence sur les évolutions de l'entreprise à venir. Donc ça, c'est vraiment ce qui est demandé par l'Union européenne. Donc, on va dire le minimal syndical à inclure dans un modèle d'affaires. On a voulu également le croiser avec les recommandations méthodologiques de l'Integrated Reporting pour voir comment cette méthodologie nous proposait un modèle d'affaires qui permettait de mieux visualiser les aspects aussi bien financiers que non financiers de l'activité. Et donc là, les critères évoqués par l'Integrated Reporting sont le fait de préciser les différentes ressources mobilisées par l'entreprise pour créer de la valeur, le fait de préciser l'évolution des résultats économiques et financiers de l'activité et de présenter les conséquences sociales et environnementales de son activité. Donc, pour chacune des entreprises étudiées, on a regardé si ces informations étaient présentes ou pas dans le modèle d'affaires.
Et donc, vous avez les résultats juste ici. Voilà. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de noter l'exhaustivité des informations qui sont présentes dans le modèle d'affaires. Donc, on les a notées de 0 à 2, 0 étant aucune mention à cette information, à ce type d'information. 1, cette information est évoquée dans le modèle d'affaires, et 2, cette information est développée dans le modèle d'affaires. Donc ici, on s'est vraiment intéressé au contenu du modèle d'affaires et non pas à l'analyse de la forme. Donc ici, juste à droite, vous avez justement les résultats de cette analyse. Donc tous les sujets en fait que Morgane a cités précédemment, on les a hiérarchisés en fonction de la note moyenne que l'on a attribuée à ces entreprises, à l'information contenue dans le modèle d'affaires. Donc, effectivement, on remarque que l'organisation et la structure de la société, le business même de l'entreprise est plutôt bien expliqué et plutôt clair dans les modèles d'affaires des entreprises que l'on a étudiées. En effet, la moyenne est proche de 2, 1,7 ou 8 à peu près. Ensuite, les marchés également sur lesquels le groupe opère, c'est une information qui est assez présente également dans les modèles d'affaires. Les marchés donc, qui peuvent être les zones géographiques ou alors les différents métiers de l'entreprise, les différents secteurs d'activité sur lesquels le groupe opère. Ensuite, les différentes ressources mobilisées par le groupe pour créer de la valeur. C'est encore une fois une information qui est bien présente avec une moyenne supérieure à 1,5. Ensuite, on passe sur des moyennes qui sont inférieures à 1,5, des informations qu'on a eu plus de difficultés à trouver dans les modèles d'affaires étudiés. Donc, les conséquences sociales et environnementales de l'activité de l'entreprise viennent ensuite. Les objectifs et la stratégie de l'entreprise pour créer de la valeur. Donc, quelle est la vision de l'entreprise à moyen long terme? Ça, c'est des informations effectivement qu'on a trouvées, mais qui ne sont pas présentes dans tous les modèles d'affaires étudiés. Il y en a une moyenne qui est à peu près de 1,2, 1,3. Et ensuite, 2 sujets qui arrivent en dernière position et qui sont beaucoup moins présents, notamment l'évolution des affaires de l'entreprise, de ses résultats économiques et financiers. Donc, effectivement, on a tendance à avoir des résultats financiers concernant le chiffre d'affaires, mais on a du mal à trouver l'information sur l'évolution de ce chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes et l'information, la répartition, par exemple, par business unit ou par zone géographique notamment. Et enfin, en dernière position, les tendances qui ont une influence sur l'évolution du groupe. Et ça, on va revenir dessus plus en détail. De manière générale, l'entreprise fait plutôt un constat, décrit son activité, mais ne se projette pas trop. On n'a pas une vision prospective. En tout cas, on aborde peu les stratégies de l'entreprise, l'évolution de ses affaires et les tendances aussi qui pèsent sur l'entreprise. Ici, justement, on trouvait intéressant de faire un focus sur les tendances de marché parce que ça permet de questionner l'entreprise sur son modèle d'affaires par rapport à l'évolution de son contexte, de son secteur d'activité, simplement de son écosystème, mais aussi des tendances de consommation qui vont influencer sa stratégie d'entreprise, la manière dont l'entreprise va évoluer. Et c'est aussi intéressant pour le lecteur du rapport. Ça lui permet de remettre en perspective l'entreprise et de replacer l'activité effectivement dans son contexte. Oui, tout à fait. Donc, quand cette information sur les tendances était présente, je trouvais que c'était vraiment bénéfique pour la lecture et que ça apportait vraiment de la valeur ajoutée au modèle d'affaires. Voilà, donc c'est une information qu'on trouve peu, mais je pense qu'il y a une valeur ajoutée, autant pour l'entreprise que pour le lecteur. Donc là, on vous a remis des exemples notamment de CDC Habitat, de Transdev et de l'entreprise Aegis. De manière générale, les sujets qui ressortent le plus lorsqu'on parle des tendances sont le changement climatique, la transformation digitale et la croissance démographique. Après, effectivement, les tendances dépendent beaucoup du secteur d'activité de l'entreprise, mais en tout cas, ces 3 tendances, ces 3 sujets ici ressortent dans la majorité des modèles d'affaires que l'on a étudiés. On vous a mis un exemple de modèle d'affaires qu'on trouvait plutôt intéressant, c'est celui de Limagrain, donc une entreprise qui évolue dans le secteur de l'agroalimentaire, qui possède à peu près toutes les informations qu'on a évoquées juste avant, notamment les ressources de l'entreprise qui lui permettent de créer de la valeur. Quels sont les résultats? Donc, à partir des ressources, à partir du processus de création de valeur, quels sont les résultats? Donc, les résultats peuvent être financiers, économiques, des résultats sur la production, des conséquences aussi environnementales, sociales et sociétales.
Tous ces sujets, vous le voyez, sont abordés ici. Vous avez également la vision de l'entreprise qui est présente dans le modèle d'affaires. Les valeurs également de l'entreprise, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas fait un focus, mais en tout cas, les valeurs de l'entreprise sont très présentes dans les modèles d'affaires. Donc ici, vous les retrouvez. Les principes d'action et le programme RSE de l'entreprise, juste ici. Et vous avez également ici le processus de création de valeur de l'entreprise. Quelle est la structure, quelle est l'organisation de l'entreprise, comment elle mène à bien ses activités. Donc, vous avez vraiment ici tout le processus, toute la chaîne de valeur, donc de la recherche et développement jusqu'aux clients finaux. Et chaque étape de la chaîne de valeur est explicitée dans le modèle d'affaires. Donc voilà pour la première partie, l'analyse de la première partie du DPEF. On va maintenant passer à la seconde partie où vraiment l'entreprise va expliquer sa stratégie RSE, sa démarche RSE en fonction de son analyse des risques ou en fonction d'une méthodologie, et ou en fonction d'une méthodologie qui lui est propre, va un peu développer quelles sont ses politiques mises en place en termes de RSE, quels sont ses engagements. Pour commencer, on va passer sur la partie, on va détailler la partie gouvernance. Ça nous semblait intéressant de regarder si les entreprises, dans leur reporting, dans leur DPEF, expliquaient quelles étaient les personnes, les instances, les comités de décision en charge de prendre les décisions au niveau de la RSE. Excusez-moi, est-ce que tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît? Allô? Oui, merci. Du coup, sur la partie gouvernance, ce qu'on a remarqué, c'est que 66% des entreprises du panel présentaient leur gouvernance en termes de politique RSE ou bien et aussi en termes de reporting RSE, mais on a quand même 34% des entreprises qui ne sont pas du tout transparentes sur le processus de définition de la démarche RSE ni sur le processus d'élaboration de la DPEF. Donc on a vraiment encore pour une partie non négligeable des sociétés un manque de transparence sur la gouvernance, qui est-ce qui produit, quels sont les différents niveaux de concertation, qui est-ce qui valide, quels sont les services impliqués, est-ce qu'on est vraiment sur une gouvernance transversale ou pas. Un autre point qui nous semblait important de mettre en évidence, c'est qu'on a identifié que seulement 32% des entreprises précisaient que la fonction ou la personne dédiée à la RSE était rattachée à la direction générale. Donc ça, c'est peut-être donc ce chiffre-là n'est pas forcément on va dire exhaustif, puisque peut-être que la direction RSE est rattachée à la direction générale, mais cela n'est pas précisé dans la DPEF, bien sûr. En tout cas, c'est un chiffre qui nous semblait important de mettre en évidence, puisque dans le baromètre RSE que nous avons mené en 2019 auprès des collaborateurs, auprès des actifs français, des collaborateurs d'entreprise, on a remarqué, les collaborateurs nous ont remonté que l'impulsion en matière de RSE devait systématiquement venir de la DG pour 75% des répondants et que cela permettait de légitimer une démarche RSE. Donc, ça nous semblait important de revenir sur ce chiffre. En termes de gouvernance, description de la gouvernance, on vous a remis ce schéma qui nous semblait très intéressant et qui permettait de récapituler de manière assez claire, assez synthétique, le fonctionnement de la gouvernance en RSE, de rappeler le niveau de concertation, la co-construction avec les différents services, les personnes qui avaient vraiment été impliqués pour définir la démarche RSE et les personnes qui validaient, supervisaient cette démarche. Donc voilà, cet exemple nous semblait intéressant à mettre en évidence. Donc voilà pour la partie gouvernance. On va tout de suite passer à l'analyse des risques. Effectivement, donc on a étudié la méthodologie employée par les entreprises pour analyser et hiérarchiser leurs risques.
Donc, plusieurs informations ressortent de tout ça. La première, est-ce que les entreprises ont utilisé leur risque brut ou leur risque net pour faire leur étude? Qu'est-ce qu'un risque brut? En fait, c'est un risque qui est évalué sans que l'on considère l'ensemble des dispositifs de maîtrise et de contrôle qui l'entourent. Donc, sans que les politiques déjà mises en œuvre dans l'entreprise atténuent ce risque. Donc, ça, c'est le risque brut. Et ensuite, le risque net, c'est un risque résiduel qui est évalué cette fois-ci en tenant compte, bien évidemment, de la gestion du risque, de la mise en place de politiques par l'entreprise. Donc, comment l'entreprise peut maîtriser et atténuer ce risque. Donc, ce que l'on remarque, c'est que déjà, malheureusement, 49% des entreprises étudiées ne précisent pas si les risques traités sont bruts ou nets. Cependant, tout le reste, donc 51% des entreprises, 8 entreprises précisent qu'elles donnent ce type d'informations. Donc, en fait, on a essayé de chercher dans les DPEF. Donc, des fois, effectivement, c'est assez exhaustif. On retrouve le terme de risque brut ou le terme de risque net. Cependant, des fois, c'est induit dans l'explication de la méthodologie. Donc, 38% des entreprises ont traité des risques bruts et 17% ont traité des risques nets. Ensuite, quelle a été la méthodologie pour élaborer et hiérarchiser les risques? Donc, Morgane parlait avant de la direction générale. Donc, effectivement, dans la méthodologie de certaines DPEF, la direction générale est impliquée. En effet, 34% des entreprises ont validé leurs risques auprès de la direction générale. Parfois, c'est la direction RSE qui s'est chargée d'élaborer les risques. Donc, pour 31% des entreprises du panel, c'est le cas. Et parfois, pour 21% des entreprises, il s'agit du département ou du comité, ça dépend de l'appellation de l'entreprise, de gestion des risques qui s'est chargé de hiérarchiser ces risques. En ce qui concerne aussi la méthodo de cette DPEF et comment les risques ont été hiérarchisés, on remarque que 24% des entreprises ont fait appel à des groupes de travail internes et 17% ont impliqué les parties prenantes externes. Donc, on a tendance quand même à avoir une concertation en interne et en externe de l'entreprise, mais c'est quelque chose qui reste quand même assez rare dans les DPEF qu'on a étudié. Il n'y a pas vraiment de co-construction avec les parties prenantes internes et ni avec les parties prenantes externes de l'entreprise. Ce sont des chiffres qui restent quand même inférieurs à ceux des entreprises cotées notamment. Oui, il n'y a pas systématiquement de groupe de travail où on est vraiment sur le mode de la co-construction. Par contre, on remarque que de manière générale, la RSE n'est pas traitée uniquement par le directeur RSE, mais on est quand même sur une équipe transversale avec la partie soit compliance juridique, soit la partie RH, soit la direction générale. Donc voilà, même si on ne cite pas vraiment de groupe de co-construction, on est la plupart du temps sur des équipes transversales. Ensuite, sur la partie méthodologie des risques, on a voulu regarder quelles étaient les tendances en termes de nombre de risques, ce qui ressortait. Effectivement, le nombre de risques va de 3 à 20 risques suivant les DPEF. 18 DPEF ont hiérarchisé moins de 10 risques, ou 10 risques. Et 11 DPEF ont traité dans leur rapport plus de 10 risques. En moyenne, 9 risques sont présentés dans les DPEF et on a trié ces risques par rapport aux catégories de risques. Donc, 4 risques sociétaux en moyenne, 3 risques sociaux et 2 risques environnementaux. Donc on voit notamment je pense une percée des sujets sociétaux qui prennent de plus en plus d'ampleur et les entreprises s'approprient de plus en plus tous ces sujets liés non seulement aux communautés, mais aussi à la relation client, à tout ce qui va être loyauté des pratiques et relation avec toutes les parties prenantes et notamment les fournisseurs. C'est vrai que c'est un sujet vaste, beaucoup plus vaste que les sujets sociaux ou environnementaux et on voit justement que petit à petit ça ressort et les entreprises s'approprient ces sujets. Donc, au-delà de l'analyse des risques réglementaires, ce qu'on a voulu se demander, c'était si les entreprises avaient une véritable démarche RSE et des axes d'engagement qui leur étaient propres.
ou si elle se basait uniquement sur cette méthodologie finalement obligatoire imposée par la DPEF. Donc, on a regardé déjà quelle était la part d'entreprises qui présentaient des études de matérialité. Donc là, on voit qu'on est à peu près sur la moitié du panel, 45% des entreprises qui vont présenter une étude de matérialité. Et au-delà de ça, on a voulu voir si les entreprises arrivaient à se détacher de la simple analyse des risques. Et ce qu'on voit, c'est que oui, en effet, on a 55% des entreprises qui ont défini une démarche RSE et pour lesquelles on arrive à identifier des axes d'engagement qui ne sont pas basés sur la simple formulation des risques. Et pour les autres, qu'en est-il pour les autres, pour les 45% qui se sont basés uniquement sur une approche par les risques pour décrire leur démarche RSE? Ce qu'on voit, c'est que finalement, on n'a qu'à peu près une toute petite partie du panel, 7%, qui ont vraiment une approche réglementaire, qui ne sortent pas du cadre des obligations et qui ne donnent aucune autre information que ce qui est obligatoire, avec des DPEF très très courtes. Donc là, sur ces 7%, on est sur moins de 15 pages, vraiment avec très peu d'informations. On voit pas trop d'efforts pour aller vers plus de transparence sur ces DPEF-là, mais finalement, ça reste une faible part. Ensuite, on voit qu'on a 28% qui ont basé leur démarche RSE sur une approche par les risques imposés par la DPEF. Finalement, la DPEF donne une méthodologie pour hiérarchiser les sujets les plus importants par l'approche par les risques, qui peut être une alternative ou complémentaire à la matérialité. Et à partir de cette étude des risques, donc 28% des entreprises mettent quand même en place une démarche RSE avec des actions basées sur cette méthodologie-là qui est imposée. Et on voit qu'on a également cette structure de la DPEF, cette méthodologie qui crée une dynamique d'amélioration pour certaines entreprises, puisqu'on a 10% des entreprises qui, pour l'instant, ont basé leur démarche RSE sur l'approche par les risques imposés par la DPEF, mais qui énoncent dans la DPEF qu'elles souhaitent structurer. Et notamment, elles évoquent qu'il y a soit une concertation partie prenante en cours, soit une matérialité en cours, soit une redéfinition de la stratégie en cours. Voilà sur ces sujets. Sur la partie politique, on a également voulu regarder s'il y avait des correspondances avec des référentiels internationaux, si les entreprises étaient basées sur des référentiels internationaux pour travailler sur leur démarche RSE. Là, ce qu'on voit, c'est que les références aux référentiels internationaux sont encore assez limitées sur ce panel d'entreprises. On a seulement 17% des entreprises qui font référence soit aux objectifs de développement durable, soit aux 10 principes du Global Compact. Donc, c'est assez peu et c'est beaucoup moins que ce qu'on a observé sur ce que l'étude MEDEF EY Deloitte a pu mettre en évidence, puisque dans les sociétés du SBF 120, il y a 80% des sociétés cotées qui font référence aux ODD. Donc, on voit que les ODD ressortent comme le référentiel le plus cité par les entreprises, par les sociétés cotées dans les DPEF, mais pour l'instant, la tendance ne se ressent pas encore auprès des sociétés non cotées. On voit qu'il y a également pas mal de références à l'ISO 26000 pour la construction de la démarche RSE. 17% des entreprises font référence à l'ISO 26000 et quelques entreprises, donc 3 entreprises du panel qui se sont inspirées des principes de la GRI. Donc, on a voulu vous remettre également quelques exemples de démarches RSE et d'engagement RSE qui étaient cités par les entreprises. Donc là, on voit l'Imagrin. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que là, on a vraiment un programme RSE avec des engagements sur une période définie, 2019-2022. Donc, on voit les 3 axes d'engagement avec les sous-thématiques, donc une stratégie RSE structurée sur 4 ans. Et ce qu'on a trouvé également intéressant, c'est qu'on a eu plusieurs entreprises du panel qui allaient vraiment inclure les engagements RSE au sein de leur plan stratégique, donc de leur plan stratégique global. Et c'est notamment le cas de Transdev,
C'est notamment le cas de Transdev. Donc, sur leur plan stratégique qui s'appelle Moving You, donc on va avoir 5 axes d'engagement, c'est 5 axes d'amélioration. Donc, sur le premier axe, on va avoir donc un aspect RSE sur les questions relatives aux clients. Sur le deuxième axe, ça va être plus des engagements liés aux relations sociales et conditions de travail. Sur le troisième axe, plus un engagement lié aux communautés et au développement local. Sur le quatrième, ça va être lié à l'accessibilité des offres. Et sur le dernier, l'aspect environnemental et notamment l'innovation pour une mobilité plus durable. Donc voilà sur la partie, structuration de la démarche RSE, évaluation des risques et axes d'engagement. Ensuite, ce qu'on a voulu remarquer, ce qu'on a voulu regarder, puisque c'est vraiment important lorsque on définit une démarche RSE, c'est quelles étaient les entreprises qui s'étaient fixées des objectifs quantitatifs et qui les avaient communiqués. Puisqu'il peut y avoir des objectifs quantitatifs qui sont seulement diffusés en interne, mais le fait de communiquer ces objectifs, c'est vraiment un gage d'engagement vis-à-vis des parties prenantes et ça va permettre également de mesurer plus facilement ces résultats par rapport aux seuils qu'on s'est fixés, c'est-à-dire oui, voilà, l'objectif est atteint ou l'objectif n'est pas atteint. Donc le fait de formuler des objectifs, c'est vraiment une dynamique qui va pousser à l'action. Donc, sur la partie environnementale, donc on a vu que les objectifs environnementaux les plus présents sont les objectifs liés à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on va avoir des objectifs liés à l'impact environnemental des sites et des biens immobiliers. Donc là, on va plus être sur des objectifs d'audit environnemental, de certification des sites, zéro incident industriel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment lié à l'impact environnemental des sites. On va avoir quelques objectifs sur le bien-être animal avec des fournisseurs engagés, des signatures de chartes, l'arrêt, notamment sur la partie alimentaire, ça va pas mal ressortir, l'arrêt des approvisionnements, par exemple, issus d'animaux en cage, les signatures, par exemple, du Better Chicken Commitment ou des engagements sur la qualité de la nutrition animale. Enfin, on va avoir deux entreprises qui vont définir des objectifs liés à la gestion de l'eau. Sur la partie objectifs quantitatifs sociaux, donc là, on voit que le grand gagnant sur les objectifs sociaux, c'est vraiment la sécurité au travail. C'est vraiment le principal objectif cité par les entreprises. Mais finalement, il y en a beaucoup d'objectifs sur la partie sociale. Donc, il va y avoir également pas mal d'objectifs sur l'attractivité des métiers et l'engagement des collaborateurs, des objectifs sur l'égalité homme-femme, également des objectifs sur la pérennité de l'emploi, la gestion des compétences, le respect des normes internationales du travail et des droits fondamentaux, également des objectifs sur l'emploi de personnes handicapées. Et enfin, sur la partie sociétale, donc là, les objectifs qui ressortent le plus, ça va être des objectifs liés à la qualité. Donc à la qualité des produits, notamment avec des tests, des certifications qualité, la mise en place de systèmes de management de la qualité, notamment de la sécurité alimentaire et des informations, par exemple, sur la qualité nutritionnelle des produits. Ensuite, on va avoir en deuxième position vraiment des objectifs sur l'amélioration de la satisfaction client. Donc là, c'est bien puisqu'on voit que tous les sujets liés vraiment à l'activité, au business, à la relation avec les clients ressortent de plus en plus dans les DPEF et qu'on a également des objectifs quantifiés sur ces sujets. On va avoir quelques indicateurs également sur la protection des données personnelles, sur l'éthique des affaires et la lutte contre la corruption. Donc, sur ces deux sujets-là, éthique des affaires et lutte contre la corruption, c'est principalement la formation, des objectifs de formation. Et une entreprise également qui se donne un objectif lié à l'innovation.
avec une partie du CA généré, investi, généré avec des produits de moins de 3 ans. Donc, l'objectif vraiment de développer de nouveaux produits. Donc, voilà pour la partie objectif. Donc, on vous a remis l'exemple d'Aliad qui vraiment, pour chacun de ces axes d'engagement RSE, reprend des objectifs qualitatifs. Et ensuite, nous fait un récapitulatif à la fin du rapport avec un tableau de bord qui reprend les risques et les KPI et définit un objectif quantitatif pour chacun des KPI. On vous a mis un autre exemple que vous pourrez regarder dans la présentation. Et on va regarder tout de suite la partie résultats, comment sont présentés les résultats dans des politiques menées dans les DPEF. Voilà, donc les résultats sous-entend aussi indicateurs de performance, donc comment l'entreprise va pouvoir mesurer l'efficacité de ses politiques pour atténuer les risques qui pèsent sur son activité. Donc, ce qu'on a déjà remarqué, c'est que 26 entreprises sur 29 ont fait ressortir de manière plus ou moins claire leurs indicateurs de performance. Quand on dit de manière plus ou moins claire, vous avez plusieurs possibilités. Donc, la première, c'est d'avoir un tableau de bord qui va récapituler toutes, et on va le voir justement, on va faire un focus dessus après, mais toutes vos politiques et tous les indicateurs qui sont associés. Vous avez d'autres DPEF qui ont laissé leurs indicateurs dans le corps de la DPEF, donc, mais qui les mettent quand même en valeur, qui les citent comme indicateurs de performance, et d'autres DPEF où on a un petit peu du mal à voir quels sont leurs indicateurs de suivi, quels sont leurs indicateurs de performance. Il faut vraiment rentrer dans le détail de la lecture des politiques pour comprendre quels sont les indicateurs de performance. En moyenne, 17 indicateurs de performance sont présentés par les entreprises du panel. Donc, à peu près 2 par risque. C'est ça, exactement. En ce qui concerne les indicateurs environnementaux, et on va voir, on retrouve beaucoup les objectifs cités par Morgane, donc tant au niveau environnemental, social et social notamment. Ce qu'on remarque, c'est que 65% des entreprises du panel ont calculé leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles peuvent les présenter sous différentes formes, donc les émissions de CO2 liées à leur consommation d'énergie, les émissions liées à la climatisation ou à la flotte automobile de l'entreprise et les émissions du scope 1 et 2. On a vu que très peu d'entreprises citaient leurs émissions du scope 3, donc peut-être qu'elles ont calculé leur bilan carbone, mais ne l'ont pas mis en valeur, en tout cas dans leur DPEF. Donc on se limite aux émissions du scope 1 et 2. 65% les entreprises cotées, on remarque que dans le rapport justement qu'on a étudié du MEDEF, 99% des entreprises donnent des informations sur les émissions de gaz à effet de serre, donc un chiffre supérieur. 42% des entreprises, quant à elles, indiquent leur consommation d'énergie, donc sans forcément faire le lien avec les émissions de gaz à effet de serre, mais en tout cas, elles communiquent sur leurs émissions, sur leur consommation en kilowattheure et font généralement des ratios au mètre carré. C'est ce qu'on a vu le plus souvent. Et enfin, un autre indicateur qu'on a retrouvé dans 31% des DPEF concerne la production de déchets, donc notamment des indicateurs sur le tonnage de déchets et sur le taux de valorisation ou de recyclage de ces déchets. On va passer un peu plus vite, on va accélérer pour pouvoir finir. On va vous citer peut-être juste le plus cité. C'est ça, donc les indicateurs sociaux, on voit beaucoup d'indicateurs qui tournent autour de la formation, donc qui sont sous différentes formes. Des indicateurs qui concernent les accidents du travail, et ça rejoint les objectifs qu'a cité Morgane, taux de fréquence, taux de gravité, des indicateurs sur l'égalité homme-femme et enfin d'autres indicateurs comme le turnover, l'absentéisme par exemple. Les indicateurs sociaux, c'était très difficile, c'était difficile de les analyser parce qu'ils dépendent énormément du secteur d'activité de l'entreprise. Donc bien sûr, on retrouve des sujets comme la corruption, la protection des données, par exemple, le mécénat aussi, les dons à des associations, etc. Mais c'était quelque chose qui était assez ponctuel et en tout cas, on n'a pas trouvé de chiffres pertinents à vous présenter parce que ça dépend vraiment du secteur de l'entreprise. Pour résumer ces indicateurs de performance, dans 41% des cas, vous avez un tableau de bord à la fin du rapport qui va reprendre tous les éléments à étudier dans la DPEF. Donc, je vais directement peut-être montrer un exemple. Donc, ici, vous avez l'exemple du groupe Apicil. Ils résument, alors ils remettent tous leurs risques, déjà tout d'abord, leurs politiques de prévention qui ont pour but d'atténuer les risques cités, les indicateurs de suivi associés aux politiques de prévention
Apicil définit également les indicateurs utilisés. Il donne les résultats sur l'année 2018 et l'année 2019, ce qui permet une comparaison de voir quelle a été l'évolution de ces indicateurs. Et enfin, il rappelle le périmètre. On voit vraiment ici tous les éléments, en tout cas, qui peuvent être nécessaires au tableau de bord et qui peuvent résumer, en tout cas, tout le contenu de la DPEF. En dernier lieu, on a analysé les conclusions de l'organisme tiers indépendant. Donc, quels ont été les résultats de l'audit sur ces déclarations? Donc, sur 24 DPEF réglementaires, on vous rappelle qu'il y avait 5 DPEF volontaires, 17 ont publié le rapport de l'organisme tiers indépendant. 100% des entreprises ont reçu un avis d'assurance modérée. On n'a retrouvé aucune réserve dans les rapports de l'organisme tiers indépendant. Cependant, il y avait quelques commentaires pour 9 entreprises du panel, notamment 53% d'entre elles. Ces commentaires concernaient le plus souvent les périmètres des politiques ou des indicateurs de performance cités dans la déclaration de performance extra-financière. Donc, ces indicateurs ou ces politiques ne couvraient pas l'entièreté du périmètre de reporting de la DPEF. La couverture des risques par les politiques mises en place. Donc, les politiques ne couvraient pas tout le périmètre de l'entreprise, notamment on voit parfois que les politiques ne couvrent pas certaines filiales du groupe. C'est ce qu'on appelle la couverture des risques. L'incertitude sur le calcul et le contrôle des informations et l'absence de description des méthodes de calcul utilisées. Et enfin, l'absence d'objectifs en lien avec les politiques. Voilà. Et donc, on a fait le tour. Et juste pour finir, pour vous dire que, globalement, quels sont les points à retenir. Les sociétés de mon côté, aujourd'hui, ne se sont pas encore appropriées toute la réflexion sur la raison d'être. Retenir également qu'il y a encore un manque de transparence sur la partie méthodologie, bien expliquer comment a été faite l'analyse des risques, quelle est la gouvernance, notamment dans la construction du reporting et également de la démarche RSE. Ce qu'on a également remarqué, c'est que finalement, il y avait assez peu de concertation avec les parties prenantes externes. Donc ça, c'est vraiment un des principes fondamentaux de la RSE qui est précisé dans le référentiel de l'ISO 26000, le fait d'impliquer ces parties prenantes dans la co-construction de sa démarche. Voilà, on est vraiment sur plus de transparence dans la méthodologie et aller plus loin dans la concertation. Autre point à retenir, on a quand même de plus en plus d'objectifs quantitatifs qui sont présents dans les déclarations de performance extra-financière. Et donc, on a 72% des entreprises présentées qui ont au moins un objectif quantitatif sur les sujets environnementaux. 45% des entreprises présentent au moins un objectif quantitatif sur les sujets sociétaux. Une autre remarque qu'on peut faire, c'est qu'on a encore trop peu de tableaux de bord récapitulatifs des risques et des KPI. Ces tableaux de bord, c'est vraiment des outils qui facilitent la lecture et qui permettent d'aller rapidement à l'essentiel. Et voilà. Pour la partie amélioration, rien de nouveau, mais l'idée c'est de dire que voilà, quand on met les bonnes informations dans un modèle d'affaires, ça permet d'avoir une information assez complète et de faciliter après toute la lecture de la DPEF pour le lecteur. Donc vraiment, la recommandation, c'est de se baser sur les informations demandées, recommandées par l'Union européenne, mais aussi sur l'integrated reporting pour avoir un modèle d'affaires mieux construit. Donc ça, on l'a déjà dit. Et donc pour aller au-delà d'une démarche réglementaire, comment faire? L'idée, ça va être vraiment de travailler sur la formulation d'une raison d'être et d'axes d'engagement RSE associés, de définir des objectifs quantitatifs pour chaque KPI pour qu'on puisse suivre l'avancée d'une année sur l'autre. Et dans la partie résultats politiques, ce qui est vraiment intéressant à la lecture, c'est d'avoir plus de transparence sur les axes d'amélioration et les projets des années à venir. Voilà, et on va s'arrêter là pour vous laisser encore quelques minutes de questions jusqu'à 10 heures. Merci.
Merci Morgane, merci Charlotte. Top. Donc, n'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans la conversation. Pour l'instant, après, tout était clair, parce qu'il n'y en a pas eu énormément. Juste la personne est partie, mais ça peut être bon juste de rappeler ce que c'est que les scopes quand vous parlez d'indicateurs émissions de gaz à effet de serre, vous parliez de scopes. Alors, les scopes, c'est dans le cadre du bilan des émissions de gaz à effet de serre qui autorise les entreprises à comptabiliser leurs émissions sur le scope 1 et 2. Donc, le scope 1 et 2 intègre les émissions suivantes, les émissions liées à la consommation d'énergie, les émissions liées à la climatisation et les émissions liées à la flotte automobile de l'entreprise, donc à la consommation de carburant de la flotte. Certaines entreprises prennent la décision d'intégrer également les émissions relatives au scope 3, c'est-à-dire toutes les émissions qui vont peser sur l'activité de l'entreprise. Donc, d'autres émissions du type déplacement de domicile-travail, par exemple, des collaborateurs, production de déchets. Vous avez également le fret amont et aval qui sont intégrés au scope 3. Donc, voilà, toutes les émissions qui tournent autour de l'activité de l'entreprise. Merci. Et bien, du coup, il n'y a pas d'autres questions. J'attends juste quelques secondes si jamais certains ont des questions supplémentaires. Dans tous les cas, si jamais vous avez plus tard des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer par mail le support de présentation, le lien du replay et un petit sondage, un petit questionnaire de satisfaction aussi du webinaire. Alors, une question d'arrivée. N'avez-vous pas remarqué une montée de la prise en compte des risques liés aux enjeux climatiques plus que sociétaux? Alors ça déjà, on a pu le remarquer, on l'a évoqué dans les tendances qui pèsent sur l'activité de l'entreprise. Le réchauffement climatique, c'est un sujet qui est repris dans plusieurs modèles d'affaires. Et ensuite, c'est vrai que les indicateurs, par exemple, environnementaux, étaient assez nombreux. On parle notamment beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose qui ressort effectivement. En fait, c'est ça, c'est ce que c'était un risque, enfin, c'était un sujet qui était déjà pris en compte par les entreprises, mais on va dire qu'il est de mieux en mieux pris en compte avec de meilleurs indicateurs de suivi, avec plus d'objectifs sur ces sujets-là, même si c'était vraiment un risque qui existait, enfin, qui était déjà visible dans les DPEF des années précédentes. Merci. Il y a d'autres questions du coup qui arrivent. Est-ce qu'il y a des axes d'évolution de la directive européenne pour 2021? En fait, on ne sait pas encore quand est-ce que va sortir la nouvelle directive européenne et ça prendra encore du temps pour qu'elle soit réadaptée dans la loi française. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de recommandations qui sont issues de la consultation qui a été menée, qui sont déjà finalement appliquées en France. Par exemple, avec des recommandations de généraliser l'audit des informations extra-financières dans tous les pays européens. Ça, c'est des choses qui existent déjà en France. Il y a quelques recommandations du type proposer des référentiels simplifiés pour les petites et moyennes entreprises. Donc ça, on verra si c'est quelque chose qui ressort et comment est-ce que ça pourrait être adapté en France. L'obligation de publier une analyse de matérialité. Donc, est-ce qu'en France, ça serait l'approche par les risques changerait, évoluerait? On ne sait pas encore à voir. Et ensuite, il peut y avoir aussi une extension des entreprises soumises. Notamment, ce qu'on a noté, c'est par exemple des entreprises qui ne seraient pas sur le sol européen, mais qui seraient cotées en Europe, seraient désormais soumises. Les grandes entités d'intérêt public également. Donc voilà, de petits ajustements, sachant que quand même, sur la majorité des recommandations, la loi française est assez en avance sur ces sujets. Il y a quand même peu de chances que ça soit. Il y a quand même peu de chances que ça soit pour 2021, le temps que ça sorte au niveau de l'Europe, et en général, il y a à peu près un an d'inertie pour la transposition dans la loi d'un pays, et notamment en France, qui est assez réactive en général. Et de toute façon, même si elle était transposée rapidement, elle aurait une application sur la clôture de l'exercice et donc sur le reporting de l'année d'après. Ça va plutôt nous emmener à au moins 2022, je pense. Très bien. Merci. Une autre question. Alors, je viens de la perdre. Ouais, j'étais passé à côté. Donc, est-ce que vous avez une référence pour mieux comprendre le principe de la matérialité, qui n'est peut-être pas clair pour tout le monde? Une référence? Oui, alors je ne sais pas ce qu'on entend par référence, mais peut-être rappeler le principe de matérialité.
Ah d'accord. Pardon. Alors du coup, le principe d'une analyse de matérialité, c'est le fait de ressortir les enjeux RSE les plus importants de faire ressortir les enjeux RSE les plus importants pour une entreprise, parce qu'en fait sur le sujet de la RSE, donc l'entreprise ne doit pas seulement prendre en compte ses impacts sur l'environnement, mais elle doit également prendre en compte ses impacts sur ses collaborateurs, sur ses clients, sur la société. Sur les communautés locales. Donc, il y a vraiment de nombreux enjeux RSE de nombreux enjeux RSE qui existent. Et l'analyse de matérialité, ça va permettre de faire ressortir quels sont les enjeux les plus importants en fonction de l'impact de ces enjeux par rapport à la pérennité de l'entreprise, par rapport à leur impact sur la continuité de l'activité. Et également leur importance par rapport aux parties prenantes internes et externes. Donc, c'est vraiment une méthode qui permet de favoriser la concertation avec les parties prenantes et de choisir les enjeux RSE les plus importants, aussi bien en fonction de l'aspect business qu'en fonction de l'aspect intérêt des parties prenantes. Merci. Autre question, une préconisation. Est-ce que vous auriez une préconisation pour intégrer le risque crise sanitaire dans la DPEF? Est-ce que c'est un risque à part entière ou intégré dans chaque risque d'actualité? Alors, c'est le risque crise sanitaire, il se décline, je pense qu'il va se décliner en plusieurs axes. Il peut y avoir l'aspect continuité de l'activité, l'aspect santé et sécurité des collaborateurs et l'aspect pérennisation de la supply chain. Donc, voilà, il faut voir comment est-ce que ce risque se décline en fonction des thématiques extra-financières ou même financières. Et bien entendu, c'est un sujet qui peut être pris en compte dans la DPEF, après à voir avec, lors du processus de hiérarchisation des risques, comment est-ce qu'il ressort. Voilà, comment est-ce qu'il ressort. Et nous, notre conseil de manière générale pour la hiérarchisation des risques, ça va être de partir sur une méthodologie plus sur on va prendre en compte les risques nets, c'est-à-dire donc vous allez pouvoir évaluer la probabilité d'un risque, son impact sur l'activité, son impact sur les parties prenantes, mais également le mettre en relation avec votre capacité, la capacité de l'entreprise à maîtriser et à atténuer ce risque. Donc voilà, je pense que le risque crise sanitaire, il est aussi important à prendre en compte en fonction de votre capacité à le maîtriser ou pas et des risques qu'il implique sur votre activité. De mémoire, il y a eu une publication qui date d'à peu près il y a 6 mois en période de confinement. Je ne sais plus qui, c'était un des Big Four qui avait étudié la présence des notions de pandémie dans des rapports extra-financiers de grandes sociétés cotées. Si je ne m'abuse, c'était celle qui était aussi assujettie au devoir de vigilance. Et on retrouvait la notion assez fortement, à hauteur de 60%, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, ils avaient noté qu'il y avait que le sujet était pointé, mais par contre qu'il y avait une absence assez forte de politique et de mesures préventives associées. Et l'histoire nous a prouvé que c'était un peu le cas. Merci. On va prendre une dernière question. Donc, je vous la lis, une question d'Audrey, je vous la lis textuellement. Au vu du niveau de maturité de la RSE, peut-on dire que les entreprises ne se contentent pas d'un rapport automatique ou systématique et orientent réellement leur activité RSE vers une stratégie à moyen-long terme? Pour compléter, Audrey précise que beaucoup de postes en RSE sont encore attribués à des stagiaires et alternants. Il est donc difficile d'envisager la continuité d'une vision. Question qui était également poussée par d'autres participants. En fait, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer dans la partie analyse des risques. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait vraiment une petite partie du panel qui se contentait uniquement de faire l'exercice de manière réglementaire obligatoire. Ça existe bien sûr, mais ça représentait 3-4 DPEF. Et ce qu'on voit quand même derrière, c'est qu'après, bien sûr, il y a différents niveaux de maturité, mais c'est qu'on avait 45% à peu près du panel qui avait vraiment, au-delà de l'analyse des risques obligatoires, défini des axes d'engagement RSE. Vous avez vu le nombre d'objectifs qui étaient fixés.
on a tendance à, même si ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises, et puis de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on s'est basé sur des DPEF qui étaient déjà disponibles sur Internet, publiés. Peut-être que les moins bons élèves déjà ne vont pas jusque-là, donc on ne trouve pas leur DPEF, on ne peut pas se baser là-dessus pour faire notre état des lieux. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un exercice qui permet de créer une dynamique, qui propose une méthodologie de réflexion avec l'obligation de faire un modèle d'affaires, l'obligation de faire une approche par les risques. Voilà, ça structure un peu la démarche, et vraiment avec l'aspect de l'obligation d'apporter des résultats, enfin de mesurer les résultats sur chacun des risques majeurs. On est vraiment sur une dynamique positive pour pousser les entreprises à agir et à orienter leur démarche RSE. Après, pas forcément leurs activités. Là, on est vraiment sur une deuxième étape. Après, on le voit aussi peut-être au niveau de la gouvernance RSE, au niveau de l'entreprise. Il y avait un chiffre justement dans le baromètre RSE 2019 qui disait que 67% des répondants estimaient que la RSE était portée par les sujets de la RSE étaient portés par la direction générale et que les responsables RSE étaient soutenus par la direction générale. Et là, on voit quand même qu'il y a une évolution même au niveau des entreprises non cotées. Ces sujets-là sont portés par la direction générale et vont être intégrés directement dans les métiers. C'est plus un sujet qui se retrouve à part aux ressources humaines ou à la qualité. On voit vraiment que c'est porté maintenant par la direction générale et on va donc avoir peut-être plus de dynamique et plus d'intégration dans les différentes activités de l'entreprise. Merci. On a répondu, je crois, à toutes les questions. Merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup, Charlotte et Benjamin. On va vous quitter. Du coup, je vous rappelle qu'on vous envoie le support de présentation par mail, ainsi que le lien vers le replay, un petit questionnaire de satisfaction. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, encore merci à tous et à bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir.